Bienvenue dans Par le Sud passe à table, la nouvelle saison gourmande du podcast de la région Sud. Comment la gastronomie du Sud a conquis le monde ? Comment un art culinaire s'érige en art de vivre ? Qui sont les femmes et les hommes qui œuvrent en coulisses ? Sur tout le territoire, des personnalités ont des histoires extraordinaires à nous raconter. Partons à la rencontre de chefs cuisiniers, de sommeliers et de producteurs qui incarnent le Sud de la plus belle des manières, en titillant nos papilles. Pour ce nouvel épisode, direction Lousteau de Beaumanière. C'est au cœur de ce domaine provençal d'exception, niché au pied du village des Baux-de-Provence, que nous rencontrons Glenn Viel. Après avoir officié dans les plus grandes cuisines de France et d'ailleurs, c'est en Provence qu'il finit par s'installer, alors que rien ne l'y destinait. Depuis plus de 11 ans, il dirige avec passion les cuisines de cette grande maison, proposant une gastronomie qui s'adresse aux plus grands comme aux plus petits, puisqu'ici les enfants aussi sont invités à découvrir ce que le chef appelle la beauté du goût. Alors d'une assiette moche à la quête de la température parfaite, Glenn Viel nous partage sa vision de la cuisine, exigeante, honnête et surtout empreinte de souvenirs. Bonjour Glenn Viel. Bonjour. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que vous faites partie des plus grands chefs français, du moins les plus connus. Mais j'aimerais bien que vous vous présentiez en vos mots pour commencer. C'est pas Glenn Viel, voilà, chef à Lousteau de Beaumanière depuis maintenant presque 11 ans. Ok. Déjà. Et effectivement, je suis un des plus grands parce que je fais 1m87. Mais Mazia est plus grand quand même, hein. Je tiens à le dire. Et alors justement, parlons de votre arrivée ici, dans le Sud. C'est les virages de la vie, on choisit pas toujours les endroits où on se trouve. On les choisit indirectement, mais on sait pas où ça nous mène toujours. En tout cas, j'ai choisi de venir ici. Et d'ailleurs, au début, c'était pas mon choix premier. Ça qui est marrant, c'est que j'étais plutôt contre le fait de venir ici. Ah oui ? Ouais, bien sûr. Mais dès que je suis arrivé ici, j'ai compris que c'est ici qu'il fallait que je sois. Moi, je m'y plais puisque ça fait 11 ans que j'y suis. Et donc, ravi d'être là. La maison est belle. J'ai un patron extraordinaire, une patronne extraordinaire et puis une super équipe. Donc, c'est vrai que c'est plutôt agréable de venir travailler ici, hein. Et du coup, ici, est-ce qu'on retrouve une cuisine quand même du Sud, une cuisine méditerranéenne ? On retrouve une cuisine aussi bretonnante, bien sûr méditerranéenne. Mais moi, je raconte mes histoires dans les assiettes, mes perceptions. Et forcément, ayant une culture bretonne, je raconte un peu ça aussi. Le principal, c'est plutôt finalement le style. Voilà, le style doit coller au lieu. Et aujourd'hui, je me suis trouvé dans cette maison. Je suis arrivé ici et j'avais déjà 2 étoiles, mais j'avais pas forcément de style. Ici, j'ai creusé, j'ai approfondi pour aller chercher une identité. Ah bah j'allais y venir parfait sur les inspirations bretonnes. On est obligé. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je suis d'origine bretonne et c'est vrai que j'aime la pêche, j'aime la mer. J'ai toujours été attiré par ça. Et donc, je raconte l'huître à marée basse, les couteaux les pieds dans l'eau, l'ormeau, la beauté du goût. Voilà, je raconte des histoires, des vraies histoires. Et ces histoires, elles sont liées aussi à une enfance, si je me trompe pas. Toujours, oui. La Madeleine de Proust sera souvent ou quasiment à 100% un souvenir. Un souvenir d'enfance. Donc oui, si on arrive à faire ressurgir ça dans la pensée de nos clients, c'est génial. Et je dis toujours, la Madeleine de Proust, c'est pas moi, c'est eux, quoi. C'est eux qui viennent avec. Je sais pas qui ils sont. Moi, je raconte mes histoires, tant mieux si elles sont entendues, tant mieux si on a des points communs qui amènent à cet ingrédient supplémentaire, celui du souvenir, celui qui amène à l'émotion, celui qui amène les larmes, des fois. Voilà, mais ça, c'est pas forcément moi qui le maîtrise toujours, ça. Ouais. Et ce serait quoi le souvenir qu'on retrouve dans une assiette ici, peut-être au menu en ce moment ? Non, mais je dirais que chaque plat a un trait de caractère. De temps en temps, il est poétique, de temps en temps, il est psychologique. Des fois, c'est une perception vraiment de cuisinier. Des fois, c'est un souvenir. Des fois, c'est une histoire qu'on raconte. Une histoire que je dis inventée, hein, comme dans le ventre d'un calalard. Finalement, c'est le métissage du cochon et du lard. Et dans le ventre, pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, on va retrouver des petites crevettes, des petits poissons, sensiblement ce que mange le calamar dans son milieu naturel. C'est un peu comme le Minotaure, si vous voulez. C'est un peu une légende. Et donc voilà, il n'y a pas de... Il y a toujours dans l'assiette cette simplicité apparente, avec quand même ce grand travail, mais sans jamais aucune démonstration. Un peu comme la maison, c'est-à-dire qu'elle est belle dans une espèce de sobriété. Et on essaye que nos assiettes ressemblent un peu à la maison. Ça donne envie, en tout cas. Écoutez, il faut venir voir, vous verrez. On y est, d'ailleurs. Et justement, on parle d'enfance, mais je voulais aborder une autre question avec vous. Ici, les enfants sont plutôt les bienvenus. Vous dites que c'est une auberge pour tout le monde, un restaurant qui doit plaire à tout le monde. Et pourquoi c'est important pour vous que les enfants puissent avoir une place dans
dans un Parce restaurant que étoilé? moi, je l'entends, il y a beaucoup de gens qui sont venus petits ici. La maison, on fête les 80 ans cette année. Et on a beaucoup de personnes âgées maintenant qui sont venues avec leurs parents, enfants. C'est beau. Et moi, je pense que voilà, c'est la porte à tous. Et je pense que les enfants créent des souvenirs à ce moment-là, en venant ici avec leurs propres parents. Peut-être qu'eux-mêmes auront envie de venir avec leurs enfants et ainsi de suite. Donc, on a une carte, effectivement, pour les enfants. On est content de les accueillir. Évidemment, on dit souvent c'est un manque à gagner. Je pense que ça vient de là, le fait des fois de ne pas accepter les enfants. Mais sur du long terme, c'est pas le cas. Parce qu'ils vont revenir. Parce qu'on crée des souvenirs, des envies. Voilà. Et puis on affûte le palais. Je pense que ça les emmène à avoir cette vision gastronomique. Et donc, nous, on espère les retrouver plus tard, en tout cas. Hein. En tout cas, ce qui est bien dans cette maison, c'est qu'il n'y a pas de différence entre l'ouvrier et le grand PDG, quoi. Tout le monde se sent à l'aise parce que c'est une maison assez pure, assez honnête. C'est pas ostentatoire ici. Je dis souvent, Beaumanière, c'est pas imposé, c'est intégré. Ça fait partie presque de la pierre et de la roche, quoi. Et ils mangent quoi, les enfants, ici? Bah, ils mangent des trucs très simples. Hein. C'est une fricassée de volaille, des spaghettis bolo, une tomate burrata. Voilà, des petites choses assez simples, mais maison, avec des pâtes 100% jaune d'œuf, des volailles fermières, enfin des choses, voilà, faites avec, je dirais, moins de toucher, moins d'histoire, mais tout aussi bon, malgré tout. Et ça doit être quand même des jurys un peu compliqués, parce que finalement, ils ont un palais qui est complètement à faire. Un enfant, Oui, mais les plats qu'on leur propose, c'est un peu passe-partout. Et ça leur plaît? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est pas eux qui finissent, c'est leurs parents. Hein. Ça, j'en doute pas. Ouais, ça arrive souvent, ça. Hein. Ouais. Mais non, on a des enfants qui sont contents d'être là. On a un regard vraiment posé à leur sujet, parce que justement, on leur accorde du temps, on leur accorde une petite carte pour eux. D'ailleurs, je l'ai faite à l'époque avec ma fille. On a fait des fautes d'orthographe. On a fait des drôleries sur cette carte. Et en plus, le lieu ici, c'est un lieu qui est hyper ludique pour un enfant, parce qu'il y a une ferme pédagogique, il y a des ruches, il y a un potager. Je suppose que c'est un endroit qui est chouette aussi à découvrir pour eux. Bah, j'espère qu'ils se sentent à leur place, en tout cas, parce que tout ça, on le voit pas forcément. Les cochons sont assez loin et il y a un code pour rentrer, parce que comme ça reste des cochons, il y a les abeilles à côté, donc on n'a pas envie qu'il y ait d'accident. Mais j'espère qu'ils se sentent bien. En tout cas, j'ai souvent des dessins que les enfants me donnent. Ça fait toujours plaisir. On les sent, en tout cas, on les sent à leur place. Nous, on est contents parce qu'on a envie qu'ils se sentent bien. Voilà. En tout cas, on s'applique à faire les choses bien. On y amène ce que je suis, en fait, dans les assiettes, dans l'écriture, dans l'art de la table, dans l'accueil. On essaye, voilà, qu'on raconte l'histoire à 100% et que tout soit bien entendu, quoi. Et voilà, donc on se creuse pour aller chercher de la simplicité. Encore une fois, je trouve que la cuisine n'est pas une démonstration, la cuisine est un ressenti, que des fois avec 3 fois moins, on peut avoir 3 fois plus. C'est pas toujours la peine de passer en force quelque part, de montrer qu'on est un technicien, montrer qu'on est capable. Non, c'est pas l'histoire. Des fois, elle peut être racontée simplement et de ce fait bien comprise. Vous disiez d'ailleurs que le fond était plus important pour vous que la forme et ce qu'on voyait dans l'assiette. Ouais, bien sûr que l'idée de l'assiette est plus importante que la forme. Bah, pour moi, c'est une évidence. Hein. Aujourd'hui, il faut trouver la bonne histoire, la bonne philosophie, un intérêt assez conséquent dans chaque assiette pour qu'on se dise waouh, comment finalement il a pu penser à ça, ou comment il a eu cette idée. Ça devient intéressant à partir de là, parce que faire une belle assiette bonne, je dirais que c'est facile. Entre guillemets, hein, un beau poisson, une belle cuisson, oui, c'est. Mais je dis pas qu'on le fait pas d'ailleurs, mais on essaye de trouver de la force dans chaque assiette avec une vraie identité, ouais. Mais d'ailleurs, vous faites tout un travail autour de l'assaisonnement qui est particulièrement mis en avant avec les cailloux d'assaisonnement. Ouais, mais enfin, c'est quelque chose qu'on a breveté il y a déjà un moment, non, hein, mais c'est quelque chose qu'on revendique à travers une seule assiette. C'est-à-dire que je me sers de ces cailloux d'assaisonnement que sur un plat. Qui est la langoustine, qu'on fait en fin d'année seulement. Ok. Mais parce que je trouve que quand la bonne idée elle est répétée maintes et maintes fois, ça devient une mauvaise idée. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce que c'est que ces cailloux d'assaisonnement, justement ? C'est juste on a des sauces de caractère et certaines personnes pensaient que c'était salé et que c'était pas le cas. En fait, c'était juste la réduction qui amène cet effet de salaison. Et donc je me suis dit peut-être qu'en redisant certains bouillons de monoproduits,
on arriverait à quelque chose qui va y ressembler. Et donc, on a fait des réductions de céleri, de carottes, de bouillon de langoustine, toujours en monoproduit. On les a fait réduire. Et tout matière liquide devient solide à un moment donné. Il y a toujours un exudat de quelque chose. Et donc, en refroidissant, ça devient dur. Et plutôt que de mettre du sel, par exemple, sur cette langoustine, on vient râper ce caillou concentré, très réduit, qui rappelle l'identité du sel. Et il y a tout un travail autour de la température de vos plats. Tout doit être dégusté à la température que vous avez choisie. Ouais. Comment on fait ça ? Bah, c'est pareil, quand on est arrivé ici, on a travaillé beaucoup sur la psychologie. Enfin, on essaie de trouver en tout cas un chemin à suivre, quelque chose d'intéressant qui n'avait pas forcément été soulevé ou appréhendé ou travaillé. Et on est parti du coup sur la psychologie. Comment on percevait les choses, qu'est-ce que nous indiquait telle ou telle chose. Et on s'est aperçu que la température était par moments un polluant, que c'était quelque chose qui abîmait le goût par moments. Donc on a fait plusieurs essais de plusieurs plats, plusieurs températures. On s'est aperçu que 47-48 degrés était une température parfaite pour avoir un impact du goût immédiat. C'est-à-dire que si vous mangez un plat des fois à 57, 55 degrés, votre cerveau va traduire d'abord un effet de chaleur et donc il va vous dire c'est chaud. C'est pas une question que vous lui posez au cerveau, c'est un message qu'il vous envoie. Ça devient une urgence. Votre cerveau, avant de prendre du plaisir, il va vous protéger. Donc il va vous dire que c'est chaud. Et pendant que vous pensez que c'est chaud, vous pensez pas que c'est bon. Et donc nous, on a décidé de baisser nos assiettes en température parce qu'on veut qu'à la première bouchée, on ait un effet de goût. Déjà, c'est ce que vous allez retenir toute votre vie. L'esthétisme d'une assiette, on peut l'oublier 1 heure après. Par contre, un goût 10 ans après, on peut s'en souvenir. Et moi, c'est ce que j'appelle la beauté du goût. Ce qui est important finalement dans nos assiettes, c'est de se démarquer avec le goût. D'aller chercher, vous imaginez, je sais pas combien de repas vous faites par an, combien de plats vous allez manger dans votre vie. Peut-être 60 000, si vous en retenez un. C'est énorme en fait. On se rend pas compte. 10 ans après, et puis, ce qui est beau dans une assiette que vous avez appréciée, c'est que 10 ans après, elle s'est embellie dans votre souvenir. Elle a pris de la plus-value comme une bouteille que vous mettez en cave, quoi. Ah, c'était génial! Vous n'êtes pas sorti peut-être avec la même euphorie. Vous avez trouvé ça très bon, mais 10 ans après, ça devient des fois génial. 20 ans après, ça devient monstrueux. Et c'est des plats qu'on n'oublie jamais. C'est beau, moi, je trouve, quand même, de ne pas oublier un plat qu'on a mangé alors qu'on mange 2 fois par jour. Et vous, ce serait quoi ce plat en question ? Moi, j'en ai plein, moi. Non, j'ai le riz au lait, j'ai le steak haché. Ah oui, j'ai vu le steak haché dans du beurre breton. Ouais, à peine. Mais ça aussi, finalement, j'ai compris, ma grand-mère, elle me le servait presque froid à cœur. Elle aller-retour comme ça dans beaucoup de beurre. Salé bien sûr hein. Et puis elle me jetait ça dans l'assiette là, dans cette poêle là, toujours j'ai ce souvenir vraiment de cette poêle en aluminium toute cabossée avec la queue qui est toute brûlée en plastique, la casserole qui ressemble à rien quoi. Et donc elle me cuisait mon steak là-dedans, elle allait chez le boucher, elle revenait paf direct dans la poêle et puis elle mettait ça dans l'assiette, elle me mettait tout le beurre et je mangeais ça. C'était bien chaud à l'extérieur mais c'était tiède froid à l'intérieur, mais c'était trop bon. C'était trop bon et du coup j'ai cultivé peut-être sans le savoir ce côté un peu. Moi, je préfère manger froid que chaud, par exemple. On revient aux températures. Ouais, moi je préfère même chez moi. Souvent, ça traîne là quand j'arrive le soir ou ah mais vas-y fais-le chauffer, ça va être froid. Non, c'est pas froid, c'est confortable. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de plaisir moi à manger. Je suis moins chahuté. On n'est pas habilité nous à vivre. Vous voyez quand vous êtes dehors, il fait 40 degrés, tout le monde dit il fait chaud. Donc on a une accoutumance comme ça à la température chez l'être humain qui est là, qui est présente. Hein. Et puis de toute façon, vous allez souffler un produit, finalement une sauce dans une assiette trop chaude, elle s'évapore, elle réduit encore. Un poisson, il continue de cuire. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont pas forcément bons pour l'aliment et encore moins pour nous. Enfin, je trouve, hein, c'est qu'une vision personnelle. Hein. Ok. Et je voulais revenir sur un autre aspect un peu particulier qu'on peut trouver ici. Vous faites un accord mets-pain. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, quand je suis arrivé ici, on avait plein de petits pains très jolis, tous très beaux, à moustache, alvéolés, enfin bref, voilà. Et c'est vrai que les gens devaient choisir. Et des fois, je trouvais qu'il y avait une espèce de... Bonjour, excusez-moi. Hein ? Vous allez bien ? Très bien. Vous avez bien dormi ? Très bien dormi. Bon, bah super. Bah, il faut bien, hein. C'est comme Noël, hein. Si c'était tous les jours, ce serait pas la même valeur, hein. On revient dans un an. À bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Alors, avec mes pains, c'est vrai qu'on avait une corbeille de pain ici avec des pains tous aussi beaux les uns que les autres. Et puis, il y avait un choix que les clients devaient faire et je me suis aperçu que c'était pas toujours le bon. Voilà, ils prenaient pas forcément le bon pain avec le bon plat parce que c'était quelque chose de machinal, on le faisait sans réfléchir. Et on n'est pas là, les clients ne sont pas là pour réfléchir quelque part. Ils sont là pour poser un bon moment. Ils sont pas là pour
pour que tout soit ultra bien ficelé. Enfin, ça doit pas venir d'eux, ça doit venir de nous. Et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai dit, il faut qu'on fasse un accord mes pains. Donc on a travaillé dessus. Alors évidemment, déjà, j'aimais pas les petits pains. Oui. J'aime pas les petits pains, c'est quelque chose qui vit mal, sur lequel on peut pas apporter de cuisson. Il y a pour moi un désaccord entre la mie et la croûte. Donc il y a quelque chose qui marche pas, à mon sens. À mon sens, encore une fois. Et donc on a décidé de faire des gros pains à la tranche, beaucoup moins beaux, mais bien meilleurs pour moi. Encore une fois, la beauté du goût. Voilà, ce qui compte pour moi, c'est pas de faire du beau, c'est de faire du bon. Alors, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une assiette moche. Une assiette moche? Ouais, exprès. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Carotte bigorneau. Ouais. Une assiette qui est pas très belle, sur laquelle on n'a pas forcément envie de mettre la cuillère ou la fourchette. En fait, je crée un différentiel entre la perception d'un visuel et la réalité d'un goût. Et ça crée des surprises, en fait. Plus l'écart est grand, plus vous avez une surprise. C'est comme la faire faner qui sent encore bon, quoi. Ça crée, oh, regarde comment, oh, je suis surpris, elle est toute fanée, elle est rouillée, mais pourtant elle a encore cette fraîcheur. Ben, c'est un peu ça qu'on essaie de créer. Et ben, je peux vous dire que ce plat, il marche très fort. Ah oui, j'allais dire, vous avez quoi comme retour? Mais des très bons retours, justement, parce que je sais qu'il y a cette variation, cette distance entre ce que vous voyez, ce que vous attendez, ce que vous allez avoir pour de bon. Et ça crée des vraies surprises. Parce que c'est un plat intéressant qui s'appelle 1 + 1 = 3. Okay. Ça raconte la mer qui raconte finalement la rivière pour créer l'estuaire. En fait, c'est deux sauces qui se réunissent pour en créer une seule, quoi. Et c'est vachement bien, je suis content parce que c'était le travail qu'on voulait voir, c'était essayer de comprendre comment les gens allaient voir ce plat. Et ça marche très bien. Et pardon, je reviens juste sur la question du pain parce que j'ai pensé... Non, il n'y a pas de mal. Mais du coup, si je dis pas de bêtises, il y a un travail avec la farine, une farine locale. Le principe, c'est aussi de retrouver les alpilles un peu dans ces pains-là ou... Oui, alors moi, bien sûr que on parle de locavore, et le locavore est important, mais le locavore, c'est surtout un parti pris sur la distance, sur une localité, sur une proximité, mais pas forcément sur un signe de... C'est pas forcément un signe de qualité, la localité. Oui. C'est un signe de proximité. Ouais. Ça s'arrête là. Ouais. Donc moi, je vais chercher au plus court, mais si je trouve pas, je vais un peu plus loin. Ce qui est important, c'est d'aller chercher le produit qui me ressemble, sur lequel j'ai envie de porter un œil, un regard, et sur lequel j'ai envie de porter un toucher. Et donc, effectivement, on a des farines qui viennent du coin. D'ailleurs, on cultive un peu de farine, pas très loin d'ici, à je dirais 500 mètres, là. On fait un hectare de blé, ce qui nous fait à peu près 600-700 kilos de farine, ce qui nous permet de faire un pain qui va accompagner un de nos plats, qui nous permet de faire ce pain, je dirais 1 an et demi, pendant 1 an et demi. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire en tout cas ici, c'est d'apporter un regard sur chaque parcelle pour savoir qu'est-ce qu'on peut y développer. Ça prend du temps, hein, ça fait 11 ans que je suis ici, on n'a pas fini encore. Hein. Ah, c'est quoi la suite? Bah, je ne le sais pas encore. Il y a encore des terrains à aller cultiver, mais je ne sais pas ce qu'on va y faire encore. On y va progressivement pour pouvoir bien le faire. Et ces initiatives, d'ailleurs, elles ont été saluées plusieurs fois, notamment par une étoile verte, ici. Est-ce que ça passe justement par ce côté cuisine durable? Alors, pas uniquement locavore, du coup. Qu'est-ce qu'elle récompense, cette étoile-là? Ouais, elle récompense aussi tout le travail qu'on fait autour de la maison, peut-être. À travers les potagers, les composts, les poules, les cochons, les ruches. Aussi le ramassage qu'on peut faire avec les équipes tout autour de la maison pour que ça reste le plus propre possible. C'est sûr. Ouais, ce que je veux dire. Donc ça fait plaisir, voilà. Et j'essaie d'amener ça à mes équipes. Après, on est quand même des consommateurs, on va pas se mentir. Bien sûr. Voilà, chaque année, chaque jour, on fait rentrer des choses dans nos cuisines. On essaye quand même de faire attention. Ce qui est important dans tout ça, c'est essayer de s'améliorer. Voilà, ça c'est le plus important. Et c'est quoi du coup la prochaine étape là? Ouais, la prochaine étape, c'est toujours de faire mieux. Dans la cuisine, dans la perception, dans nos sauces, dans nos arrivages, dans tout. L'idée quand même de notre passage, je dirais, c'est de faire mieux chaque jour, non? Ah oui. C'est de partir en ayant un peu plus de connaissances, de le signifier, de le dire, de le faire comprendre aux jeunes pour que ça fasse un peu effet boule de neige. Hein. Enfin, on tente à ça. Je crois que les jeunes qui viennent ici ont cette même philosophie et que donc le travail est à moitié fait déjà. Ça me semble être une bonne conclusion. Eh ben, si ça vous va, ça me va. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode Par le Sud passe à table. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.